Les positions des monarchies du Golfe sont en pleine mutation dans les négociations climatiques. Initialement, lorsque la Convention climat a été créée, les pays du Golfe refusaient toute contrainte en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on pense au protocole de Kyoto et ses engagements contraignants, les monarchies du Golfe refusaient vraiment ce type de modèle. Et ça, c'est parce que leur mix énergétique et toute leur économie dépend du pétrole qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. En plus de ça, ils avaient même cherché dans les négociations climatiques à obtenir des compensations. C'est-à-dire que lorsque les autres pays essaient de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il risque d'y avoir moins d'importations de pétrole de leur pays et donc un manque à gagner en termes de revenus. Et donc ils cherchaient à mettre à l'agenda des négociations climatiques cet enjeu pour obtenir des compensations. On observe quand même un tournant dans les positions de certaines des monarchies du Golfe. Et ça a été vraiment le cas de la conférence climat de Dubaï, qui était présidée par les Émirats arabes unis. C'est la première conférence climat où un engagement a été trouvé pour sortir des énergies fossiles. Donc on a eu pour la première fois dans un texte officiel d'une décision de COP la mention d'une transition hors des énergies fossiles. Et ça, le fait que c'était dans un pays pétrolier, ça a aidé parce que les Émirats arabes unis ont vraiment été capables de convaincre les autres pays qui dépendent énormément du pétrole, et notamment l'Arabie saoudite, à accepter cet accord. C'est assez connu et beaucoup de gens le savent, l'économie des monarchies du Golfe dépend entièrement du pétrole. Et ces revenus pétroliers favorisent leur stabilité sociale et aussi leur stabilité politique. Et pour donner un peu des chiffres clés, la part du pétrole et du gaz dans leurs revenus fiscaux, elle est au-delà de 50% pour la plupart des monarchies du Golfe, et elle va même jusqu'à 80% pour Oman. Et ça, c'est très élevé parce que le Fonds monétaire international a défini le seuil de 20% comme le seuil au-delà duquel un pays est dépendant des ressources. Donc ces pays, ils sont pas seulement dépendants des ressources pétrolières, ils sont ultra dépendants, parce que c'est pas 20%, on est à 50 à 80%. En termes d'emploi également, le secteur des énergies fossiles est extrêmement important dans le Moyen-Orient. C'est à peu près 30 emplois pour 1000, ce qui est le taux le plus élevé du monde. Et on peut comparer par exemple avec l'Amérique du Nord où on est à 10 emplois sur 1000, alors que l'Amérique du Nord produit aussi également beaucoup d'énergie fossile, mais ils sont beaucoup plus diversifiés en fait en termes économiques. Et donc ça explique vraiment leur positionnement dans les arènes climatiques internationales, dont le but à long terme, c'est de sortir des énergies fossiles. Donc ça, c'est difficile. Et en plus, une autre métrique qu'on peut regarder, on sait qu'on va encore avoir besoin de pétrole et de gaz dans les décennies à venir, même sous des trajectoires de réduction d'émissions très très ambitieuses. Et donc en fait, si on s'intéresse au coût de production du pétrole, on peut se dire que lorsque la demande mondiale de pétrole va progressivement se contracter sous l'effet des politiques climatiques ou être plus volatile, les pays qui ont des coûts de production très bas, en fait, vont être capables de produire très longtemps et ils pourront même être les derniers à vendre du pétrole. Et en fait, c'est intéressant de regarder que les monarchies du Golfe ont des coûts de production de pétrole très bas et en fait les plus bas du monde. Et c'est d'autres pays, notamment l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, ont des coûts de production beaucoup plus élevés. Et donc si les prix du pétrole arrivaient à chuter parce que la demande mondiale chute, en fait, en termes purement économiques, ce seraient ces pays qui ont des coûts de production élevés qui seraient éliminés du marché avant. Et les pays du Golfe pourraient être les derniers à produire. Et donc ça explique aussi toute leur stratégie de se dire que même si le monde sort du pétrole, eux, ils pourront continuer de profiter de cette manne pétrolière pendant encore plusieurs décennies. Alors, cette année, c'est une année charnière pour la gouvernance climatique internationale et je vais vous expliquer deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'on finit cette année le premier cycle d'ambition de l'accord de Paris, c'est-à-dire que tous les 5 ans, on a ce cycle quinquennal. On fait un bilan des efforts que les pays ont fait dans la mise en œuvre des engagements climatiques, en termes d'atténuation, d'adaptation et de moyens de mise en œuvre. Et au terme de ce bilan, qui s'est achevé à la COP de Dubaï il y a 2 ans, les pays sont censés republier leurs engagements climat, qui s'appellent les contributions déterminées au niveau national, et republier avec des engagements à la hausse. Et donc là, on est dans un moment clé parce qu'on attend vraiment la publication de ces plans. Les Nations Unies ont fixé comme dernière deadline le mois de septembre 2025 pour la publication de ces plans. Après la deadline de septembre, donc on aura la COP 30 au Brésil, qui va se dérouler dans l'Amazone, sous une présidence de la COP brésilienne qui est très allante sur ces questions climatiques. Et donc il va falloir faire le point sur ces nouveaux plans, et on sait déjà que même si tous les pays essaient de donner des objectifs qu'ils considèrent eux-mêmes ambitieux, on sait bien que quand on va tout agréger, en fait, on n'y sera pas. On ne sera pas sur une trajectoire qui nous permet de rester en dessous des 1,5/2 degrés de l'accord de Paris. Donc la COP 30, ça va être le moment de comment on peut donner une nouvelle impulsion pour que les pays s'engagent à coopérer plus efficacement, plus en termes de volume pour continuer ces efforts.
Le deuxième enjeu, c'est les 10 ans de l'accord de Paris. Ça fait oui, déjà 10 ans que l'accord a été adopté à la COP 21 en 2015. Et depuis, il y a eu beaucoup de changements dans les équilibres géopolitiques entre les grandes puissances. En 2015, on était vraiment dans une ère de coopération. On a signé les objectifs du développement durable, on avait eu la conférence sur le financement du développement durable de Addis Abeba, on a eu l'accord de Paris. Maintenant, beaucoup de choses ont changé. On a du mal à voir les grandes puissances coopérer comme elles le faisaient il y a 10 ans. En même temps, on voit que les événements climatiques s'accélèrent. On constate en Europe, on constate en Afrique, partout dans le monde, le changement climatique est là. Et on en sait plus aussi. La science nous dit maintenant quelle trajectoire il nous reste pour atteindre les 1,5 degrés. Le budget carbone se réduit. On en sait plus sur certaines technologies qui sont plus viables que d'autres. Et donc, on est dans un bon moment pour faire le bilan de cette gouvernance climatique internationale, regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et envisager des pistes de réforme ou des pistes d'accélération. L'IDRI, cette année, s'attachera à produire des éléments d'analyse, on produira des rapports et une série de podcasts, et notre but, c'est de mettre ces questions en débat jusqu'à la fin de l'année.